Bienvenue dans Azur Politique, votre rendez-vous politique sur BFM Nice Côte d'Azur. Cette semaine, l'actualité a été marquée par plusieurs interventions du RAID dans le quartier niçois de Bon Voyage, des interpellations dont des mineurs, certains venus de Marseille, des armes de gros calibre saisies dans un appartement, des habitants sont excédés. Alors que les moulins ont longtemps concentré l'attention politique et médiatique quand on parle de trafic de stupes, faut-il s'inquiéter d'une contagion aux autres quartiers de Nice? Les réseaux marseillais sont-ils en train de s'implanter chez nous? La question d'Azur Politique est donc celle-ci. L'Est de Nice est-il le nouveau théâtre de la guerre des stupes? Émission en partenariat avec Nice Matin. Denis Caro, directeur des rédactions, nous a rejoint. Bonsoir Denis. Bonsoir Céline et nos invités ce soir, Laurent Alcaraz, délégué du syndicat Alliance Police Nationale des Alpes-Maritimes, et Jean Stelitano, secrétaire départemental du Secours Populaire des Alpes-Maritimes. Azur Politique, c'est parti. On va commencer, si vous le voulez bien, par planter le décor, refaire le film de ces derniers jours. Dans ce petit quartier à l'est de Nice, coincé entre l'A8 et la Pénétrante, les habitants sont les témoins d'une montée en puissance du trafic de stupéfiants. Depuis vendredi dernier, le RAID est intervenu à plusieurs reprises. Margot Sansano, Manon Aversa. Des habitants inquiets, excédés. Dans ce quartier, le trafic de stupéfiants ne cesse de prendre de l'ampleur. On est habitué, mais bon, le soir quand on rentre, on préfère se barricader car on ne sait jamais quand et où ça tire. Des individus cagoulés, armés. Les scènes de violence se sont intensifiées en seulement quelques jours. Une habitante témoigne. Elle décrit un climat de terreur. Une fois, mon père il a parlé avec un jeune qui venait d'arriver. Il lui dit, tu sais, de toute façon, tu deals, mais tu vas jamais gagner. Tu vas pas devenir riche comme ça, parce que c'est pas toi qui vas monter dans la hiérarchie, entre guillemets, de la mafia. Hein. Mais le gamin, il a dit oui, mais j'ai pas le choix, j'ai rien d'autre. C'est aussi des gamins désespérés aussi. Hein. Dans ces immeubles, de nombreux appartements sont squattés par les dealers pour stocker des armes. Autre constat, de plus en plus de mineurs sont devenus les petites mains du trafic. En tout, 8 jeunes âgés de 16 à 25 ans ont été interpellés ces derniers jours. 4 d'entre eux sont originaires de Marseille. La brigade spécialisée de terrain, le RAID, plusieurs opérations sont menées régulièrement. Mais intervenir dans la cité reste compliqué. Ce quartier enclavé rend les interventions difficiles. Une enquête est en cours pour déterminer s'il existe un lien entre le trafic niçois et celui de Marseille. Laurent Alcaraz, est-ce que vous trouvez particulièrement préoccupant ce qui s'est passé ces derniers jours dans cette petite cité de Fénoglio? Tout à fait. On a la présence d'armes de guerre, d'armes tout court, avec vraisemblablement des usages, parce qu'on a eu des tirs ce week-end également, donc ils ont été retrouvés. Pour mémoire, c'est pas nouveau dans cette cité, on a déjà eu des cas similaires l'été dernier, avec des exhibitions d'armes de guerre également. Il y avait parce que là, c'est comme ça que ça a commencé, des habitants qui voient des gens cagoulés, armés dans la rue. Tout à fait, alors oui, avec des masques chirurgicaux et des gants et des armes, et qui appellent le 17. On peut comprendre pourquoi. Donc nos collègues interviennent rapidement et parviennent à procéder aux premières interpellations. On ne retrouve pas les armes. Un peu plus tard dans la soirée, avec une intervention du RAID et l'autorisation d'un magistrat, un appartement est perquisitionné. Là, on récupère les armes en question. Donc oui, effectivement, il s'agit d'armements lourds, d'armements de guerre, d'armes de poing, fusils à pompe et de munitions. Est-ce qu'on sait à quoi elles devaient servir? Pourquoi elles étaient dans cet appartement précisément? Là, pour le moment, l'enquête le révélera. Pour le moment, je pense que personne ne va dire que les armes leur appartenaient. Jean Stelitano, le Secours Populaire est présent dans le quartier. Vous êtes au contact des habitants. La réalité quotidienne, c'est quoi? C'est la peur? C'est exactement ça. C'est la peur, puisqu'il y a beaucoup de familles monoparentales, beaucoup de mamans avec des enfants, des ados, qui ont peur de la balle perdue, bien sûr, mais aussi peur que leurs jeunes tombent dans les mailles de ces trafiquants, de cette mafia, parce qu'effectivement, elles ont du mal à boucler leur fin de mois. Et que des fois, quand on propose 50 €, le gamin il se dit ce que maman ne peut pas me payer, je vais pouvoir me le payer. Donc, il y a derrière ça, il y a une grande précarité. Et là, il y a un foyer idéal pour que prolifère ce genre de trafic, parce qu'on est sur des gens qui sont déjà victimes de toute cette violence de notre société, parce qu'elles ne trouvent pas de travail,
doivent sacrifier leur vie professionnelle pour élever leurs enfants. Et effectivement, il y a des enfants qui sont déscolarisés. Donc il y a un terreau favorable. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est reprendre tout ça en main, aider ces familles monoparentales, aider ces familles, plutôt que de les stigmatiser, de leur dire on va vous supprimer les allocations. Je pense que ça ne réglera jamais le problème. Ce qu'il faut, c'est les aider, les accompagner. Et effectivement, ce qu'on nous dit, c'est que on est content de voir la police. Encore ce matin, on disait, voilà, on est rassuré de voir des policiers, parce que même si effectivement c'est lourd, on est entre le marteau et l'enclume. Hein. D'un côté, il y a les dealers, les familles sont au milieu. De l'autre côté, il y a les policiers. Il y a des contrôles. Les policiers ne peuvent pas contrôler comme ça. Il faut qu'ils contrôlent tout le monde. Donc les jeunes qui sont pour rien, qui ont une vie normale, se font aussi contrôler. Ça rend les choses. Mais ils le font de bon cœur. Ils se sentent discriminés, ils se sentent mis sous pression. Mais bien sûr, normal. Voilà, un jeune avec une casquette, il ressemble à un autre jeune avec une casquette. Donc, à un moment donné, tant qu'on ne l'a pas fouillé, on ne sait pas à qui on a affaire. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a besoin que ce quartier retrouve de la sérénité, que les gens se sentent à la fois en sécurité. Mais ça ne suffira pas. Il faut aussi que les associations, on puisse à nouveau intervenir sur place. On aide l'association GEM, par exemple, qui aide des jeunes adultes, mais on leur fait des problèmes parce qu'ils font un peu de bruit. Parce que, oui, on fait un peu de bruit, on est jeunes, mais je pense que c'est beaucoup moins grave que de crier à haras et de réveiller tout le quartier avec ça. Vous dites à nouveau, ça veut dire que vous intervenez moins ou plus dans certains quartiers? Là, alors, on vient sur les quartiers, on va bientôt s'installer dans les liserons. Donc, on a une volonté plus forte de s'installer dans les quartiers où il y a des difficultés, mais on ne peut pas non plus exposer les bénévoles et les personnes qui viennent au danger. Parce que parfois, il y a des problèmes pendant les distributions alimentaires. À Roquebière, il y a eu des coups de feu, et donc tout de suite, on baisse le rideau, les bénévoles se mettent à l'abri les personnes qui viennent nous voir. Donc, effectivement, il y a un climat. Alors, maintenant, là, on est vraiment au point culminant, mais c'est vrai que pendant plusieurs mois, on a été obligé de fermer plusieurs jours l'antenne par sécurité. Peut-être un mot sur le profil de ces jeunes. On évoquait les parents qui ont peur que des gamins tombent dans les mains des trafiquants, se fassent recruter. Est-ce que vous, parfois, vous êtes surpris, interpellé par le profil de jeunes que vous contrôlez, que vous interpellez sur le terrain ? Écoutez, on a un peu de tout. Je pense à un jeune dont la maman était mère célibataire, s'en occupait seule, mais il avait un bon travail, parce qu'elle était infirmière, et il se livrait, parce qu'il n'avait plus envie d'aller à l'école, dans le dos de sa mère, au trafic de stupéfiants dans une cité niçoise. On a également les MNA, les mineurs non accompagnés, donc issus, originaires de l'étranger, et qui sont, eux, livrés à eux-mêmes, et qui, pour vivre, font ça également, voire même, pour certains cas, on ne va pas généraliser non plus, mais pour certains cas, sont envoyés par leur famille, notamment du Maghreb, pour venir travailler en France et renvoyer de l'argent dans leur pays d'origine à leur famille. On va peut-être parler un peu plus tard du rôle des réseaux sociaux dans ces recrutements. Pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ces derniers jours dans cette petite cité de Fenoglio, il y a 8 personnes qui ont été interpellées, au moins 4 mineurs. Certains viennent de Marseille. Est-ce qu'il faut en déduire qu'il y a des gros réseaux marseillais qui commencent à essayer de s'implanter chez nous, à Nice ? Écoutez, c'est pas parce qu'on est né à Marseille qu'on fait partie, parce que c'est à mot couvert ce que vous allez me demander, de la DZ Mafia. Alors, on va rétablir un petit peu la vérité. Pour la police, comme pour les habitants de ces cités, que ce soit la DZ Mafia ou une autre organisation criminelle, c'est exactement la même chose. On interviendra de la même manière de l'autre côté, et les nuisances et traumatismes seront les mêmes causés aux résidents. Donc, est-ce que c'est vraiment la même chose, ou est-ce qu'il y a des réseaux qui ont des forces de frappe plus importantes que d'autres quand même? C'est pas forcément la même chose. Vous avez des réseaux vraisemblablement plus grands que d'autres, évidemment, plus diversifiés, sûrement. Mais là, en l'occurrence, dans ce cas précis, l'enquête, pour le moment, ne met pas en évidence un lien direct avec la DZ Mafia. Des armes lourdes ont été saisies dans cette affaire. Comment expliquer cet armement soudain du quartier? Et est-ce que ces armes, est-ce qu'on peut les tracer et du coup remonter les réseaux? Alors, ces armes viennent de trafics internationaux, vraisemblablement détournés de zones de guerre et destinés, livrés en Europe et en France, en fin de course, et dans une cité, via des réseaux mafieux.
diversifié. Donc on peut très bien vendre des armes, comme on pourrait vendre du stupéfiant, comme on pourrait vendre des cigarettes de contrebande. Donc ça arrive des théâtres d'opération. Donc essentiellement, on a beaucoup de AK-47. C'est l'arme emblématique des conflits armés, la moins chère au monde en termes de fabrication. Cependant, on a également des armes récupérées sur des cambriolages qui alimentent également ces réseaux. Donc évidemment, pas de l'armement lourd, mais on peut avoir des armes de poing, des fusils à pompe. Qui se retrouvent dans la Ça reste une arme, moins puissante, mais ça reste une arme. Ce qui est en jeu là dans la petite cité de Fenoglio, c'est quoi? C'est la reprise d'un point de deal. En général, c'est ça qui déclenche ces tensions? Alors, en général, parce que ça a toujours, à ma connaissance, été le cas, il y a toujours eu du trafic de stupéfiants là-bas. On a eu pas mal de faits. Un très beau coup de filet de la brigade des stupéfiants de Nice qui a mis fin au trafic. Alors, on ne va pas se leurrer. Il y a dû avoir un léger trafic, mais de petite envergure. Donc, je vous parle de ça à peu près il y a un trimestre. Ça a été plutôt calme. Et comme la nature n'aime pas le vide et la criminalité encore moins, et que l'enjeu, parce qu'on va parler d'enjeux financiers, est important, nous sommes sur une ville, on va dire, plutôt riche, que la consommation de stupéfiants, on le voit, les chiffres sont là, est en augmentation, il y a la clientèle, donc à partir du moment, il y a la demande, il y a l'offre, et ce point est assez juteux et permet ce genre d'action. Ouais. On est en présence d'organisations très, très structurées avec des rôles bien définis. Comment ça s'organise concrètement dans les quartiers? Est-ce que c'est un nombre important de personnes ou un petit groupe qui tient le quartier et les points de deal? Alors ça va dépendre de l'importance du point. Vous pouvez avoir beaucoup de ce qu'on appelle, nous, dans le jargon policier, des choufs. Donc des jeunes qui surveillent un peu partout. Alors pour cette cité-là, la particularité, c'est son implantation. Elle est en impasse. Elle est bloquée d'un côté par la falaise, par le paroi rocheuse, de l'autre côté par les voies SNCF. Donc, à la limite, il n'y aurait pas besoin de beaucoup de guetteurs. Parce qu'on arrive à voir de très très loin, l'accès aux immeubles étant vraiment distant d'une centaine de mètres. Mais justement, cette configuration particulière, ça permet aussi aux guetteurs d'exercer une forme de pression sur les habitants. Peut-être que vous l'observez, ça aussi, Jean Stelitano. Ben, c'est ça le souci, c'est que effectivement, ce ne sont certainement pas les habitants qui achètent. Donc là, on a une certitude, ils n'ont pas les moyens. Et donc aujourd'hui, ils se retrouvent coincés avec des gens qui ont des forces de persuasion. On l'a compris, les armes, c'est pas uniquement pour se protéger des forces de l'ordre, mais c'est aussi pour intimider les familles. Combien on voit de familles qui se voient contraintes d'héberger ou de stocker pour les uns et les autres. Donc c'est ça, c'est ce climat-là. Donc il y a des habitants qui jouent les nourrices sous la contrainte. Je suppose que ça peut arriver. Et de toute manière, ça rend aussi la vie sociale impossible. C'est-à-dire que du coup, les familles ne veulent plus que leurs enfants sortent. Ça veut dire qu'on va aller au sport, on va aller faire une activité, on ne peut plus parce qu'on a peur que ces enfants se retrouvent au milieu d'un risque. Est-ce que les associations, la vôtre et d'autres associations qui œuvrent dans les quartiers, arrivent à jouer leur rôle? Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui pour le jouer davantage et maintenir un minimum de liens dont ont besoin les habitants? Je pense qu'il manque des moyens pour soutenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un net recul. Alors, on est dans une vague inverse. Là, il y a des requalifications. Les liaisons vont être réqualifiées. Le Secours populaire va y arriver avec d'autres associations dans ce quartier. Robillard, il y a une absence importante d'associations. On a vu, la dalle, elle est déserte. Avant, il y avait les centres sociaux, il y avait d'autres associations. Tout a été déserté. Il ne reste plus que le Secours populaire. C'est la seule activité qui est sur cette plateforme. Et donc, on nous appelle au secours. D'autres associations nous appellent au secours. On va les aider. Mais il nous faut des moyens. Donc, c'est vrai que aider ces jeunes à avoir un projet de vie, à avoir un projet autre que de se retrouver face à un mur où on va lui proposer de payer pour trafiquer. Donc, il faut des moyens. Mais quand je dis des moyens, c'est pas que des moyens financiers. C'est quoi des moyens? Ça veut dire des moyens de locaux. Aujourd'hui, il y a des locaux qui sont fermés, il y a des travaux qui vont être entrepris, mais qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Donc, le Secours populaire héberge des associations pour pouvoir les aider, mais voilà, on est aussi autour de nos limites. À vous entendre tous les deux, on parle beaucoup des moulins en particulier ces derniers mois, mais on a presque le sentiment que ces quartiers à l'est de Nice, ils sont presque plus isolés, presque plus abandonnés que les moulins. C'est le cas ou pas? Absolument pas. Ça a juste fait un peu moins l'actualité, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu des faits d'utilisation d'armes l'été dernier, on a eu pas mal de choses ces dernières années dans ces quartiers. On a une brigade spécialisée de terrain qui y est,
en permanence, parce qu'elles sont sectorisées sur l'Est. La difficulté, bon, c'est ce que demande notre organisation syndicale, mais c'est évident, c'est le manque d'effectifs. Tout simplement. Parce que sur le fond de la remarque que nous avons là, on est exactement sur la même chose. Nous demandons ce qu'on appelle un choc d'autorité, c'est pas spécialement pour faire plaisir, se faire plaisir, c'est qu'on met dedans la parentalité, parce que c'est important aussi que des parents soient au courant de ce que font leurs gamins, quand même, entre 13 et 14 ans, mais on n'a rien à faire c'est dehors. Quoi, un choc d'autorité Ben, ça va être c'est que du bon sens, en fin de course. C'est que du bon sens, donc de la parentalité. Les jeunes, alors évidemment des peines, on sait très bien que la prison ne sera pas la solution à tout, mais pour certains jeunes, pourquoi pas les mettre dans des centres fermés, avec une scolarité, où on les oblige à se scolariser et avoir un diplôme, peu importe la nature du diplôme, mais au moins avoir un métier et pouvoir attaquer le marché du travail, ne pas être totalement désœuvré. Il faut aussi une part de social dans tout ça. Vous nous dites qu'il y a un manque d'effectifs. Est-ce que la police municipale joue un rôle ou peut jouer davantage un rôle dans cette lutte? Alors, sur le manque d'effectifs, on a tendance à croire que c'est la police dans la rue qui manque. Alors effectivement, il nous manque des effectifs là, mais une fois qu'on interpelle toutes ces personnes-là, il y a une enquête. Et nous avons un énorme manque d'effectifs dans nos services d'investigation. C'est pour ça que notre organisation syndicale propose un plan de relance de l'investigation. C'est plus en aval finalement, après qu'on manque de moyens. Mais on en manque à tous les niveaux, mais encore plus en investigation, parce que la police municipale n'a pas les mêmes prérogatives que la police nationale, et où nous on arrive à digitaliser certaines ou à faciliter certaines procédures, eux ne peuvent pas le faire. Donc mettre à disposition, et par cascade, en fin de compte, ça recommence à encombrer un petit peu nos services judiciaires avec moins d'effectifs. Donc nous demandons plus d'effectifs en investigation. Alors on cerne mieux le rôle de la police dans ces quartiers, le rôle des associations. Il y a aussi les bailleurs sociaux et la ville. Pauline Renoir, journaliste politique, nous a rejoint. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Comment la ville participe à assurer finalement la sécurité des habitants dans ces zones touchées par le trafic de stupes? Eh bien, partons du constat selon lequel le narcotrafic et la violence s'installent dans les quartiers précaires, des quartiers essentiellement composés de logements sociaux. Eh bien, la métropole et le bailleur Côte d'Azur Habitat ont donc pour mission d'assurer la tranquillité des habitants. Au Moulin, par exemple, la mairie de Nice a participé à la démolition de vieux immeubles qui abritaient des points de deal. C'était à l'automne dernier. Elle a aussi déployé des agents de sécurité, la brigade Gaïda, pour patrouiller au pied des tours. Ils sont formés comme des policiers municipaux. C'est en tout cas ce que nous disait la ville de Nice à l'époque. Vous avez vu le reportage tout à l'heure. Pas mal d'habitants se sentent seuls car les dealers squattent l'intérieur des immeubles et même des appartements inoccupés. C'est d'ailleurs dans un des logements gérés par Côte d'Azur Habitat que des armes ont été retrouvées. Nous avons sollicité la mairie de Nice ce soir, mais elle nous renvoie vers l'État, demandant elle-même plus de moyens policiers. Alors justement, au niveau de l'État, le Sénat, Pauline, s'est emparé du sujet ces derniers jours. Oui, il examine en ce moment un texte pour sortir la France du narcotrafic. Et parmi les propositions, il y a l'idée de renforcer le rôle des maires. Les élus pourront signaler au préfet tout commerce suspecté de blanchir de l'argent. Ainsi, le dit commerce pourrait être fermé sur décision administrative. Le maire de Nice est favorable à ce texte porté par 2 sénateurs, les Républicains. Regardez ce post qu'il a publié sur X cet après-midi. Cette loi regorge de mesures de bon sens que je réclamais depuis longtemps. Souhaitons qu'elle trouve un consensus politique large au Parlement. Sur ce point, nous suivrons cela évidemment sur BFM Nice Côte d'Azur. Je me tourne vers vous, Laurent Alcaraz. Vous expliquiez à notre journaliste Manon Aversa que les trafiquants ont pris le contrôle du quartier Nice-Est au point de fouiller les habitants qui rentrent chez eux. Comment, selon vous, le bailleur social pourrait-il répondre à cela ? Sur ces fouilles-là, d'aucune manière, parce que c'est le rôle de la police quand même d'empêcher ça. D'accord ? Là où le bailleur pourrait intervenir, c'est éventuellement sur le cloisonnement des portes des immeubles, enfin des appartements inoccupés. Moi, je me rappelle, en région parisienne, on mettait ce qu'on appelait des portes dites Citex, qui condamnent les portes d'entrée existantes jusqu'à l'occupation par une autre personne. Mais pour éviter les squats. Exactement, pour éviter les squats. Nous avions en Seine-Saint-Denis des problèmes à ce moment-là, également de stupéfiants, mais de marchands de sommeil.
Donc on mettait ces portes-là et ça fonctionnait relativement bien. Si on parle de moyens humains, on peut envisager de mettre une brigade type Gaïda dans ce quartier-là, à Nice-Est ? Écoutez, ils vont pouvoir peut-être patrouiller, peut-être dissuader, certainement pas contrôler, certainement pas avoir un pouvoir de coercition. Donc oui, la présence sera vraisemblablement rassurante. Après, est-ce que ça permettra de traiter totalement ce sujet ? J'en doute. Si ça avait été simple, je pense qu'on aurait pu s'en débarrasser rapidement. Mais c'est l'action de beaucoup de petites choses qui vont permettre, à mon sens, de gagner cette guerre. Jean Stelitano, justement, la responsabilité des élus locaux, est-ce que vous les voyez beaucoup sur le terrain dans ces quartiers ? Est-ce qu'il y a un dialogue sur ces sujets ? Nous, on les voit, on en discute avec eux, on plaide effectivement auprès d'eux pour défendre les petites associations. Parce que c'est vrai que le Secours populaire agit, mais on ne peut pas agir seul. Il y a quand même une caractéristique commune à tous ces quartiers, ça n'échappe à personne, ce sont les plus pauvres de Nice. Donc aujourd'hui, dire on va régler les problèmes de stupéfiants, mais pas régler le problème social des gens, c'est dans un an on se revoit, dans 5 ans on se revoit. Donc aujourd'hui, il faut prendre à bras le corps. C'est pas le problème que de la ville, mais effectivement, il faut que les services publics reviennent aussi dans ces quartiers. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il y a beaucoup de commerces fermés, je crois. Mais la plateforme est vide. Donc aujourd'hui, alors il y a un grand projet immobilier, on tarde à le voir venir. On nous dit qu'il va bientôt arriver. S'il arrive et qu'effectivement on requalifie le quartier, vous savez, il y a d'autres quartiers. Vous avez le quartier de Vernier, c'est aussi un quartier le plus pauvre de Nice. Il y a aussi des problèmes de trafic, mais c'est la pauvreté, le point commun. Donc il faut aider, tirer les gens, faire que... Et encore une fois, je reviens sur ces femmes avec des enfants. Effectivement, quand ils ont des ados à la maison, qu'elles sont infirmières, infirmières, je crois qu'on imagine tous le travail, la charge de travail et la charge mentale. Donc effectivement, elles contrôlent plus ces enfants. Donc là, il faudrait que, à l'échelon même institutionnel, le statut de famille monoparentale soit bien identifié et que des aides et des soutiens à la parentalité, pas que de l'argent. On n'est pas que sur de l'argent. On est aussi sur de l'accompagnement, d'avoir des lieux de vie, des lieux, mais quand on parlait de pas avoir son ado qui se mais laisse pas les mettre non plus dans le centre-ville, les réseaux. Mettre dans les quartiers, là où sont les gens, là où ils vivent. Et il faut, on a fait partir les services publics, il faut les faire revenir. Tout ça, parce que ça va créer de l'activité, et plus il y a d'activité, plus il y a de monde qui passe, plus ça fait fuir aussi, parce que les personnes qui trafiquent, ils veulent être tranquilles, ils veulent pas qu'il y ait trop de monde. Dans le même ordre d'idée, la rénovation des logements, la réhabilitation des quartiers, est-ce que ça joue, est-ce que ça permet d'améliorer vraiment la situation ? Mais bien sûr, je pense qu'à partir du moment où on décide de rénover, là à l'Élysée, il y a un beau projet de requalification. Le Secours populaire y va parce qu'on est convaincu qu'à partir du moment où on met des appartements et des lieux où on peut vivre dignement, on va être dans le respect, mais encore une fois, refaire des bars pour remettre la même population sans mixité. C'est un vain mot, mais aujourd'hui, d'avoir qu'un groupe ethnique au même endroit, c'est une erreur. Il ne faut surtout pas reproduire ces erreurs du passé. Ça, c'est le problème de fond. Il y a encore un ou deux derniers points aussi qu'on aimerait aborder, en lien avec la proposition de loi sur la lutte contre le narcotrafic qui est arrivée au Sénat et qu'on évoquait il y a un instant. La question des réseaux sociaux, il y a beaucoup de recrutements comme ça qui sont sur les réseaux sociaux, de ventes de stupes qui se font sur les réseaux sociaux. Là, on a beaucoup parlé du terrain physique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes mis en difficulté par ça ? Par les réseaux sociaux? Alors, en difficulté, pas spécialement. Par contre, oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Nous avons sur des plateformes des dealers qui mettent en avant les tarifs, les endroits, qui est le vendeur, où ça se situe, à destination des acheteurs. Encore une fois, des acheteurs. Nous avons également, via les réseaux sociaux, des prises de contact avec ce que nous appelons, nous, en jargon policier, le Uber Shit. Donc la personne qui va se déplacer en bas de chez vous pour vous vendre du stupéfiant, comme ça vous prenez moins de risques. Voilà, c'est du service rendu au consommateur, encore un acheteur. Ce texte de loi, pour être tout à fait précise, pourrait permettre à la plateforme Pharos de faire retirer des messages concernant les stupéfiants. Aujourd'hui, ça concerne la pédocriminalité ou les faits de terrorisme. Et ce texte aussi prévoit de pouvoir interdire à des têtes de réseau de paraître sur des points de deal. Alors ça, franchement, ça paraît difficilement applicable. Ça vous parle, vous, qui êtes sur le terrain ? Moi, des têtes de réseau sur un point de deal, j'en vois pas. On a le cas, là, justement, on parlait tout à l'heure de Marseille, donc de cette organisation Yoda, où on parle de l'extradition justement de la tête de réseau, quand même, en provenance du Maroc. Donc, elles ne sont pas spécialement en France métropolitaine. Elles peuvent être aussi au Maghreb ou dans d'autres pays.
Ce projet de loi prévoit aussi d'imposer le relogement de trafiquants pour plus de sécurité dans certains quartiers. À Nice, Côte d'Azur Habitat a déjà expulsé des locataires. Le maire de Cannes, David Lisnard, a annoncé son intention de faire de même. Est-ce que c'est une bonne solution ? Écoutez, c'est déjà une solution, c'est déjà proposé, ça a ce mérite-là, on n'est pas dans l'inaction. Après, le risque, c'est de déplacer le problème, vraisemblablement. Alors, à voir, à suivre, ça fait partie d'un ensemble de mesures qui pourra de toute façon qu'être bénéfique, parce que jusqu'à présent, on n'était pas autant force de proposition. Peut-être pour conclure, Jean Stelitano, puisque l'émission touche à sa fin, un mot sur le lien entre les habitants et la police. Comment vous le qualifieriez ? Est-ce qu'il est ambivalent aussi parfois ? Non, il n'est pas ambivalent. C'est simplement aujourd'hui, effectivement, dans le cadre de ce qui se passe à Roquebillière, il y a, on voit des policiers, on est content. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, et il y a longtemps, il y avait cette police de proximité, c'est-à-dire qu'on connaissait les policiers qui venaient, on connaissait leur nom, il y avait une cohabitation. Aujourd'hui, il manque cette cohabitation. Il n'y en a plus aujourd'hui de police de proximité ? Écoutez, on arrive à la faire tant bien que mal, mais je vous ai dit tout à l'heure, on manque d'effectifs, tout simplement. Tout simplement. Merci à tous d'avoir accepté de venir débattre sur le plateau d'Azur Politique. C'est terminé.